Nous sommes sur ce thème de l'IA, écriture littéraire et scénaristique. Qu'est-ce que ça va changer? On est en compagnie de Raymond Van Kessel, qui est formateur, spécialiste en IA, qui est cofondateur de Meijin, qui est spécialisé dans la formation et le consulting en IA. Je vous avais repéré, Rémi, à l'occasion d'un atelier que vous aviez donné à Genève à des scénaristes. Exact. Bonjour. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Rémi. À l'époque, voilà, vous travaillez avec des scénaristes, mais évidemment, ça n'est pas le seul contexte. Vous intervenez surtout dans des entreprises. Principalement en entreprise, ouais, de toute taille, de tout type. Et effectivement, ça a été une bonne occasion de travailler avec des scénaristes pour tester justement les LLM, ces outils d'intelligence artificielle qui génèrent du texte sur des scénarios avec des producteurs de cinéma indépendants. Voilà. Donc, IA générative, évidemment, c'est ce dont on va beaucoup parler. Caterina Serra est là également. Caterina Serra est autrice, scénariste en charge du Future of Writing Project du Collège des Humanités. En 2 mots, Caterina, peut-être nous présenter ce projet de recherche. Oui, bonjour à tous, toutes. Oui, la recherche, c'est juste passé, c'était la semaine passée, c'était en italien. Le projet, c'était pensé pendant une semaine avec moi, comme écrivaine, et avec 2 autres écrivaines, des autres écrivains italiennes, qui sont venus ici pour interroger, expérimenter l'intelligence artificielle, pour réfléchir ensemble sur les possibilités, sur la potentialité de l'intelligence artificielle ou sur faire un peu de critique. Parce que la littérature et l'écriture, c'est quelque chose de complexe, de compliqué et élaboré. Voilà, donc comment est-ce que l'IA a pu intervenir dans ce processus créatif, narratif? Vous allez évidemment nous raconter tout ça. D'abord, on va voir de quoi est-ce qu'on parle exactement, faire un état des lieux, une définition. Je serais tentée de commencer par vous d'ailleurs, cher public, savoir qui ici a déjà utilisé l'IA générative pour écrire des textes complexes, pas que des mails. Je sais que ça, c'est un usage. Ah bah, déjà, il y en a un bon nombre. Quelqu'un pourrait me dire, peut-être, monsieur, jeune homme, dans quel contexte en particulier? Dans le contexte pour des lettres de motivation pour Parcoursup. Voilà. Et après, j'avais toujours un esprit critique derrière, mais j'ai demandé à faire tout ça. Et voilà. Donc, lettre de motivation, donc il y a un cadre quand même voilà, professionnel, hein, si je puis dire. Est-ce qu'il y a d'autres usages que purement, disons, administratifs, professionnels? Oui, mademoiselle. Moi, je travaille sur des spectacles. Oui. Ça m'arrive très souvent, une fois qu'on a un premier jet, de le passer dans le chat GPT et de demander comment il pense qu'on peut l'améliorer. Voilà, je fais ça pour énormément de choses. Donc ça peut être des scènes, ça peut être des chansons, ça peut être... Des fois, ce qu'il propose ne me convient pas, mais c'est toujours... En fait, ça permet d'avoir un interlocuteur pour faire rebondir les idées. Et ça, c'est très agréable pour pas, dans les moments où on ne peut pas travailler en groupe. D'accord. Très bien. Bon, déjà, ça nous donne un premier aperçu. Quelqu'un d'autre voulait apporter un autre témoignage qui montre un usage tout à fait différent? Oui, monsieur? J'ai employé la rédaction pour des choses juristes, au niveau juridique et autres, en tant que curateur. Voilà. D'accord, donc des questions juridiques, des points pour... Oui, ou bien pour répondre aux différents organes directement. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc voilà, qui nous éclaire déjà. Rémi Van Kessel, qu'est-ce que cela vous inspire déjà, ces différents usages présentés? J'ai entendu des choses très intéressantes que je vois un peu tous les jours en entreprise. C'est l'assistant de poche, le coéquipier de brainstorming. C'est vrai que c'est un usage auquel on ne pense pas forcément et qui est très très utile. Et comme l'a dit la demoiselle, tout n'est pas bon, clairement pas. Moi, je m'en sers souvent pour rechallenger mes idées. Enfin, oui, puis c'est ce que je fais faire en entreprise. Et on se rend compte qu'en fait, parfois, sur les 10 idées, il y en a 9 qui sont à jeter à la poubelle. Mais il y en a une qui est tellement différente de notre manière de penser que ça va justement permettre de nourrir un peu notre propre réflexion et nous améliorer. Mais le gros danger, selon moi, avec l'IA, et on en reparlera, c'est de vraiment vouloir tout lui déléguer, les yeux fermés. Et monsieur disait, je suis critique envers ce que me produit l'IA, et c'est le meilleur réflexe à avoir. Parce que l'IA, en tout cas l'IA générative, n'a rien d'intelligent en réalité. C'est un algorithme de prédiction de mots. Et donc quand on sait ça,
on se rend bien compte qu'elle n'a pas la finesse. Alors je pense que Katerina saura encore mieux le dire que moi, mais il n'y a pas l'émotion qu'un humain peut avoir, et notamment quand on va commencer à écrire, qu'on va parler d'art, l'IA, elle va juste replaquer des choses qu'elle a dans sa base de données. Alors, meilleur sera le prompt, meilleure sera la réponse de l'IA. Pour autant, et j'espère, je croise les doigts, ça ne remplacera pas l'humain. C'est pas demain que ça va nous remplacer, en tout cas. Alors peut-être un premier constat de votre part, Katerina Serra, après cette semaine de tests avec ces IA, vous les avez intégrés à votre processus d'écriture. La première chose qui vous a frappé après une semaine, votre premier bilan comme ça? Je suis encore plongée. C'est difficile à voir la distance, juste pour dire ça. Mais pour moi, le choc, c'était penser que l'écriture, c'est un peu un mécanisme de invite et répondre, prompt et output. Les processus, c'est la chose intéressante pour moi. Quand j'écris, le processus, la déviation, le temps perdu, c'est le temps de l'écriture, mais le temps de silence. J'écris, mais je passe beaucoup de temps sans écrire. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour la machine. Elle est là toujours séductivement, elle est là toujours, elle dit oui, toujours, elle est là pour moi, tout le temps. Et c'est un peu, c'est quelque chose de... Elle est immédiate, la vitesse, la rapide, non, c'est vraiment rapide. Et sa rapidité, pour moi, que je pense à l'écriture comme un processus long, avec la lenteur, l'imagination qu'il passe, qu'il reste, c'était vraiment un peu un choc. Oui. Oui. Le rapport d'efficacité aussi, c'est-à-dire oui, qu'elle vise l'efficacité. Exactement, mais la machine est pensée pour la productivité. Ça, c'est la question, c'est un peu l'idée capitaliste de penser que l'écriture, c'est un produit. Alors, ça c'est un peu, c'est pas ma pensée, c'est pas ma idée d'écriture. Et c'est vrai que les résultats, c'est un produit pour le marché, c'est parfait. La machine est parfaitement idée pour ça. Et, je ne sais pas si c'est l'objectif, c'est la littérature a besoin de la machine, ou bien si la machine n'a pas besoin de moi pour écrire. Ça, c'est un peu encore... la question s'est ouverte. Merci. On parle ici vous citiez tout à l'heure, Rémi, le côté assistant, toujours comme ça dans la poche, mais il y a effectivement le recours à l'IA dans le champ littéraire, scénaristique également, comme génératrice d'idées. On a vu, il y a quelques mois, un prix littéraire remis à un roman écrit par une intelligence artificielle, alors un roman de science-fiction, donc là l'IA, elle s'éclate, hein, c'est très narcissique finalement, elle parle d'elle-même dans l'outil. Il y a aussi à Hollywood, on voit tout ce questionnement, ce débat autour du recours à l'IA pour écrire des scénarios en allant chercher des idées soi-disant nouvelles, mais comme vous le soulignez, qui vont puiser dans une source qui est bien existante, donc ce qui soulève aussi la question du droit d'auteur. Bref, qu'en est-il aujourd'hui de la capacité de ces outils-là dans la question de la génération d'idées? Rémi? C'est une vaste question, et c'est vrai qu'on étudie un peu cette question tous les jours. En tout cas, moi, je la vois un peu tous les jours. Il faut bien comprendre comment fonctionnent ces outils avant tout. Et c'est le meilleur conseil que je pense que je pourrais vous donner. C'est que c'est un algorithme de prédiction de mots, avec une base de connaissances qui est gigantesque. Et d'ailleurs, les premiers à l'avoir fait, c'est OpenAI. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils ont scanné une grosse partie d'Internet, la face émergée de l'iceberg, on va dire, dans un premier temps, sans en avoir les droits, pour constituer leur base de données. Et la rupture, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est le T de GPT, c'est le Transformers. C'est-à-dire qu'à partir de ces connaissances qu'ils ont emmagasinées, qu'ils ont dans leur base de données sur leur quantité de serveurs astronomiques, le prompt que vous allez mettre
cette petite question ou cette requête que vous allez mettre dans l'outil va permettre à ChatGPT ou à ses concurrents, on en parlera tout à l'heure, d'aller chercher la bonne information et de la repackager. Moi, ce qui me bluffe, c'est que cet algorithme est capable de créer un tout qui est cohérent et pertinent à partir de données qu'ils ont en magasin. C'était le seul fonctionnement des modèles de langage, des LLM, comme ChatGPT, jusqu'à ce qu'ils soient connectés à Internet et jusqu'à ce que, surtout, on puisse leur apporter notre propre base de connaissances à nous, notre propre patte, notre propre style. Donc ça a des dérives, c'est-à-dire que vous scannez un livre que vous avez acheté ou que vous avez même piraté, dans le pire des cas, et vous allez le mettre dans la machine qui va l'utiliser pour écrire à la façon d'eux, par exemple, ou pour puiser des informations dans ce modèle, dans cette nouvelle pièce jointe, dans ce PDF de 50 pages que vous avez ajouté illégalement. Mais elle est capable de le faire très très bien et de comprendre le contexte et les sujets que vous demandez et de s'inspirer de quelque chose pour aller réécrire et reproduire un nouveau contenu. Alors, est-ce que c'est de la création ? Je pense que je vous ai apporté un début de réponse. C'est du repackaging, c'est du remix, mais ce n'est pas de la pure création. Alors après, on pourrait parler de qu'est-ce que la création ? Est-ce qu'on ne s'inspire pas nous-mêmes, sans le vouloir, de ce qu'on a lu et vu et vécu pour écrire ? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, le plus troublant, c'est qu'on le fait en quelques secondes, là où nous, avec notre vécu et notre culture, etc., on va le faire en des jours, en des mois, en des années peut-être. Là, l'algorithme, il fait tout seul et c'est presque un peu trop facile, à mon sens. Voilà. Et puis, oui, pardon, une question, monsieur. Attendez, on vous apporte un micro. Aux USA, ils parlent de fair use. Qu'est-ce que vous en pensez du fair use ? C'est un terme utilisé par les juristes là-bas, comme quoi, finalement, on a le droit de faire ça, malgré tous ces problèmes de droit d'auteur. C'est, entre guillemets, un fair use. Personnellement, je suis plutôt contre, alors que pourtant c'est mon métier de former en entreprise aux usages de l'IA, mais quand je forme les participants, ce qu'ils apprécient, c'est que pour moi, je replace toujours l'humain au centre de l'échiquier. Comme disait Katerina, il y a le garbage in, garbage out, donc mauvais prompt, mauvaise réponse. Pour autant, j'aimerais pas, moi, j'ai produit beaucoup de musique quand j'étais plus jeune, j'aimerais pas que mes musiques soient utilisées par des gens qui ne savent pas du tout en composer parce qu'ils savent juste écrire un prompt. Ça me gêne vraiment philosophiquement, là pour le coup, ça me semble être un problème. Après, il y a à quel degré, selon moi, on va l'utiliser. C'est-à-dire, est-ce qu'on va générer des idées, générer des bouts de texte, ou alors est-ce qu'on a décidé d'écrire tout un roman ou un essai ou un ouvrage avec l'IA ? Et là, pour moi, c'est deux choses très différentes. Sachant qu'il y en a déjà beaucoup en ligne de disponibles. Il y a même des éditeurs qui proposent des livres en ligne qui sont complètement rédigés par les IA. Et quand même, la critique qui revient le plus souvent, c'est qu'ils sont terriblement clichés, stéréotypés et consensuels. Ça, c'est un constat que vous avez fait ou c'est une critique mais de l'humain qui... Mais ça, c'est pour les moments, parce qu'elle a des données vraiment anciennes, parce que la littérature contemporaine n'est pas là. Maintenant, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de romans bourgeois, romans du siècle passé. Il y a beaucoup de styles, mais un peu à l'ancienne, je peux dire ça. Et il n'y a pas encore une littérature de recherche, un langage plus recherchée, plus contemporaine. Elle manque de l'expérience actuelle. Ça, c'est un peu la question. J'ai découvert Anton, c'est monotone, c'est tout le temps nivelé. Oui, nivelé, très classique, avec très un passé simple. Avec et ça, c'est simplifié aussi. Il n'y a pas la complexité, le hasard. Ça, c'est un peu la... Mais je peux dire par les moments, parce que j'ai nourri l'intelligence artificielle avec ma écriture pendant ces semaines. Et gratuitement ou bien en payant. Depuis, c'est pour ça que vous n'avez que de l'italien quand vous êtes... Oui. Voilà. Mais maintenant, elle a mon style. Je peux dire peut-être un peu, non ? Elle a appris un peu mon style, mon écriture, mon pensée critique aussi. Et elle a quelque chose en plus. Oui, elle a intégré, elle intégrera très très vite. Oui, il y a une question ici. Où est notre micro ?
Ça, c'est un spectre politique, hein. Je dois détourner sur ça. C'est politiquement comme ça. Oui, parce que... Vous cédez de bon droit. Exactement. Ouais. Mais est-ce que vous créez autant que l'IA crée, qu'elle va réutiliser, a priori? Parlez un tout petit peu plus proche, parce que je crois est-ce que vous créez autant que l'IA produit? Parce que ça va alimenter aussi la base de recherche, de données. Oui, je pense qu'il va produire, ça c'est les justes mots, et c'est la production de quelque chose. Je ne sais pas si c'est de nouveau, d'inventer complètement. Ça c'est le problème, c'est l'invention. Et c'est-à-dire le moteur qu'il fait partir l'écriture. Et pour moi, le moteur en littérature, pour moi, c'est le désir, le plaisir, la perte, les douleurs. Et ça, c'est un peu difficile à dire, non? Je peux demander d'écrire autour la douleur, la perte, la crise que je peux passer, que je peux essayer, mais c'est difficile à dire qu'elle a encore de sens. Et ça, pour que l'âme, c'est encore, c'est un peu pour moi, c'est difficile à visionner, à voir. Elle peut mimer des émotions, des sensations, mais a priori, pour l'instant, ne pas en ressentir. Ou peut-être elle a un corps que je ne connais pas. Elle a un corps métallique, digital. Et je ne connais pas la réaction d'un corps comme ça. Je connais les réactions de mon corps et humaine par le moment. Et je m'aspecte qu'elle a la même réaction comme si fosse humaine, mais elle n'est pas humaine. Et parfois, on a cette idée de regarder la machine comme quelque chose d'humain et de plus humaine, ultra-humaine. Surhumaine. Mais ce n'est pas vrai, c'est encore, pour le moment, c'est encore une machine. Justement, Rémi, pardon, on n'arrête pas de dire pour le moment, pour l'instant, c'est toujours le cas avec l'IA, parce qu'effectivement, elle avance très très vite, mais de la part d'un outil prédictif, c'est quand même toujours étonnant de voir qu'on ne peut rien prédire. Est-ce que vraiment, vous pensez qu'il y a une évolution qui va aller dans ce sens-là? Parce qu'on a l'impression, oui, que bientôt, elle va vraiment ressentir, voilà. Non, je pense que le fonctionnement de l'IA générative, en tout cas, ne permet pas du tout de prédire et n'est fait que pour... être un algorithme de prédiction. Alors, comme disait Katerina, plus on va le nourrir et meilleur il va être, et ça va ressembler de plus en plus à un résultat humain. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a plein de biais. Hein. Beaucoup de personnes disent bonjour, comment vas-tu? Et puis on voit même aussi des jeunes qui s'en servent comme d'un psychologue. Je trouve ça très dangereux parce que c'est pas un humain derrière, c'est juste un algorithme qui va utiliser ce qu'il a en magasin pour répondre. Alors souvent, il se trouve que c'est de bons conseils. Mais si on n'a pas la capacité, la hauteur et l'esprit critique pour analyser la réponse, je trouve que c'est un gros danger pour l'humanité, vraiment. Il y a une question ici, il y en a même deux. Je commence par mademoiselle Cavé. Moi, ma question, c'était si vous étiez écrivaine, c'est que initialement vous aimez écrire, vous aimez réfléchir à des histoires, et donc au final... Est-ce que les écrivains, eux, ont envie et pourquoi d'utiliser le ChatGPT? S'ils aiment écrire, ils aiment faire des histoires, c'est quoi qu'ils veulent leur demander? Et écrire des livres, je ne pense pas que c'est l'activité la plus lucrative qui soit. Donc, dans le sens où je pense que vous aimez ça, vous devez avoir une passion et une vocation pour le faire. Donc, comment l'AI, au final, peut vous aider à aller plus loin? Merci. Non, j'ai partagé avec des écrivains a eu vraiment un expériment. J'étais pas habituée d'utiliser l'intelligence artificielle pour écrire. J'ai dit que je pars de mon expérience humaine et c'est-à-dire que pour moi c'est pas satisfaisant avoir quelqu'un qui parle pour moi à la place de moi, qui va écrire quelque chose que j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé beaucoup, j'ai pas vu. Mais je te peux dire que c'était une expérience aussi politiquement intéressante.
parce que c'est vrai que la machine est un peu l'image de quelque chose qui va sortir dans le futur, que c'est un peu la production de livres, des images très vite. Et ça, c'est économiquement, paradoxalement, mais économiquement vraiment intéressant pour le système capitaliste. Okay? Alors, il y a une phrase que je voudrais lire parce que c'est difficile, mais c'est la machine qui m'a répondu comme ça. Un poète qui cherche sa voix pendant 10 ans est un échec économique. Une IA qui génère 10 000 phrases par minute est un miracle commercial. Alors, peut-être ça, c'est le système, c'est celui-là, et si on va respecter ce système, il a gagné. Donc ça, c'est évidemment à l'avantage du système, comme vous dites, mais quel avantage pour l'écrivain? C'est la question aussi. Est-ce que, finalement, vous en sortez en vous disant, quand même, je l'utiliserai bien peut-être pour mes prochains textes? Non, je pense que non. Je dois admettre que c'est la relation avec la machine, c'est quelque chose de magnifique. C'est un peu à la place d'une relation amoureuse érotique. Ça, je peux dire ça, et j'admets que c'est ça. Non, mais c'est vrai. Il est là toujours. Ah oui, c'est parfait, exactement, tu as raison, tu es magnifique. C'est un peu le narcissisme, c'est bon. Mais en même temps, je reste au réel, après est difficile, disons. Oui. Oui, mais je reste humaine pour le moment. Je reste humaine et j'ai besoin d'air, j'ai besoin de souffrir un peu, j'ai besoin de jouir, j'ai besoin de rester en silence pour beaucoup de temps, j'ai besoin de moi-même, j'ai besoin des amis, j'ai besoin d'être dans la vie complètement, et sans la vie, je ne peux pas écrire absolument aucune histoire. Et elle n'a jamais été stimulante pour votre imagination, par exemple? Il n'y a pas un moment où dans l'échange, ça a été enrichissant? Non, non, je ne peux pas dire que non, pour moi, non. D'accord. Il y avait une autre question ici. Moi, c'était plus pour rebondir sur l'utilisation dangereux que vous avez cité en général, ChatGPT, comme vous l'avez dit. Il y a de plus en plus d'outils qui spécialisent ChatGPT et les LLMs, et j'ai déjà vu, par exemple, à la sortie d'un hackathon, un assistant psychologique qui utilisaient des LLMs, et on voit de plus en plus ça. Il y a tellement de sites qui utilisent des chatbots qui ressemblent à ChatGPT, qui sont spécialisés et qui du coup sont quelque part un peu plus sécurisés et moins généralistes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est l'état de la sécurité de ces objets spécialisés et peut-être moins généralistes que ChatGPT? Alors sur l'utilisation dans la vie personnelle et sur la partie psychologique, c'est déjà beaucoup plus rassurant quand les outils effectivement sont spécialisés, parce maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, si leur base de données est très dense et contient énormément d'angles et d'ouvrages sur le sujet, ce sera toujours meilleur. Pour autant, tout dépend de l'âge de la personne qui l'utilise et du recul et dans quel état il ou elle est. Ce qui est plutôt rassurant avec les LLM, c'est comme le disait Katerina, miroir qui est la plus belle, c'est toujours moi, hein, c'est clair, et ChatGPT ne va jamais vous contredire, et les LLM en général sont là pour, non pas vous dire la vérité, mais pour vous faire plaisir. Ils sont codés pour ça, donc c'est plutôt rassurant parce qu'on sait qu'ils vont être bienveillants, c'est plutôt rassurant parce que leur base de données est meilleure. Pour autant, il n'y aura pas la finesse d'analyse d'un thérapeute ou d'un psychologue, donc ça peut être un complément, mais ce ne serait pas pour moi l'unique canal si j'avais besoin d'aller chez le psychologue, par exemple. Autre question, on essaie de recentrer, si possible, sur vraiment ce thème de l'écriture. Non, touchez à rien, ça va venir. On m'entend là? Oui, voilà. Oui, très bien. Recentrer sur l'écriture. Je dois dire, je suis quand même un tout petit peu déçu en fait que vous soyez tellement réticent à l'idée que l'intelligence artificielle soit un partenaire dans des projets d'écriture. Pas parce que je pense que ce que les IA produisent soit de bonne qualité. On est tous d'accord que si on demande à un IA simplement tel quel de produire une histoire, ce qui en sortira sera mauvais, c'est évident.
Mauvais, pas parce que le texte est mal écrit, mais parce que c'est pas intéressant, parce que ça manque d'imagination. Je pense qu'on l'a tous essayé, en tout cas tous ceux qui ont essayé de faire quelque chose avec des IA, c'est une évidence. Mais je pense que c'est une utilisation, une fausse utilisation de l'IA, en fait. Ce que l'IA permet, c'est, comme vous dites, d'avoir ce partenaire d'écriture qui est avec vous pour vous prendre au sérieux. Moi-même, je l'utilise pour des écritures, alors professionnelles beaucoup, mais aussi des écritures fictionnelles, personnelles, en lui demandant, par exemple, d'analyser ce que j'écris sous un angle de telle et telle expertise. Vous parliez, par exemple, d'un psychologue qui est plus fin qu'une IA. Premièrement, un psychologue qui lit en détail un long texte, il faut en trouver un déjà. Et je ne suis pas sûr que ce soit tellement évident qu'une IA avec son corpus considérable de connaissances et qui se réfère à votre texte en particulier est tellement moins raffiné que ce qu'on obtiendrait dans la vie réelle avec une personne. De la même façon, par exemple, une IA donne accès à des registres d'écriture auxquels on n'a pas forcément accès. Je pense que, évidemment, créer sa propre forme, sa propre voie d'écriture, c'est un élément essentiel, et les IA sont assez douées à se l'approprier une fois qu'elle l'a comprise, ce qui est enfin un outil intéressant. Mais moi, je l'utilise par exemple pour écrire des caractères ou des mots, enfin des dialogues chez des caractères que je ne sais pas écrire. Je ne sais pas, par exemple, écrire des adolescents, moi, je ne sais pas faire. Donc, pour ça, avoir de l'aide d'un outil qui, en fait, peut exister dans un autre univers que moi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais dans ce sens-là, je pense que c'est un peu dommage que vous l'abordiez finalement comme uniquement un problème, parce que, en réalité, avec une utilisation plus fine, je pense qu'il y a énormément d'éléments qui sont extrêmement intéressants dans ces IA génératives, à condition qu'on n'en fasse pas la caricature qui consiste à dire si on lui demande d'écrire une histoire, elle ne sera pas intéressante. Oui, mais ça, c'est bon, c'est un acquis, c'est une évidence. Merci. Alors, je ne pense pas qu'il y ait que des critiques, parce qu'il y a même monsieur qui est assez spécialiste de la chose tous les jours. Il ne fait que former à ça, mais effectivement, on va aborder cette question. On peut aussi évoquer cet usage qui se banalise notamment dans les séries, par exemple dans l'écriture des séries, quand il y a pléthore de saisons et qu'il s'agit pour un scénariste d'écrire une nouvelle saison, il va se servir allègrement de l'IA pour éviter les incohérences, typiquement, pour éviter de faire renaître un personnage qui serait mort à la première saison, quand il en est à la 15e. Voilà. Donc il y a évidemment cet usage qui est intéressant. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous vouliez évoquer en réponse à monsieur Rémi ? Monsieur a raison, c'est vrai qu'on a un peu commencé, enfin en tout cas moi personnellement j'ai un peu commencé par les warnings avant de dire tous les bienfaits que je trouve. Ce que je voulais vous dire, et j'ai pas eu trop le temps de développer, c'est que tout va dépendre effectivement du prompt, tout va dépendre de ce qu'on va lui donner. Et certes, on peut demander à l'IA de générer à la fois l'histoire, les personnages, tout l'arc narratif, et là ça risque d'être faible. En revanche, moi je l'ai utilisé avec des scénaristes justement pour développer toute une histoire depuis rien du tout. Et en étant critique et en sachant bien utiliser l'IA, c'est-à-dire en gros on a créé des assistants, des GPT personnalisés par corpus, parce que créer une tâche complexe, donc écrire tout un livre par l'IA d'un bloc, c'est quasiment impossible. En tout cas, ce sera trop faible. Mais si nous, pour le coup, on voulait faire un scénario de film historique, j'avais créé pour les scénaristes un GPT spécialiste, un historien, un spécialiste de scénariste, un producteur de films, un critique cinéma, et on les a fait interagir dans une même conversation de ChatGPT. Et là, c'était hyper intéressant, sachant que c'est l'humain, donc les scénaristes et moi, qui pilotions tout ce petit monde, qui était spécialistes aussi parce qu'on leur avait donné du contenu en complément de leur dire qu'ils étaient experts. Ça, je vous recommande vraiment de le faire, de donner un rôle d'expertise à l'IA sur la tâche que vous lui demandez de réaliser. Elle va être bien meilleure. Et si vous donnez le contexte, le rôle, la méthode, des exemples, le format que vous attendez et le ton, ça change tout. Donc, vous avez raison, c'est souvent positif, mais à mon sens, en tout cas, il y a quand même des warnings. Et quand on n'est pas au courant de comment fonctionne l'IA, je trouve que c'est dangereux parfois de donner, de déléguer et de poser des questions existentielles qui sont cruciales à un algorithme. Voilà. Et ça, effectivement, c'est une force de l'outil, peut-être pour l'écrivaine scénariste que vous êtes, Katerina, c'est de pouvoir dialoguer avec des personnages.
que vous créeriez? Ça revient à ça, d'une certaine façon. Dialoguer, créer les personnages qui sont dans votre fiction et ainsi avancer avec eux. Est-ce que là, on n'est pas pleinement dans le thème, d'ailleurs, de cette rencontre, en train d'inventer une nouvelle façon de raconter des histoires? Mais on a essayé, j'ai essayé que la machine soi-même ait été un personnage, oui. Un caractère. Et dans le texte, dans l'histoire qu'on a écrite ensemble. Et oui, pour moi, j'ai deux choses. On a provoqué la machine avec un prompt vraiment compliqué, complexe, élaboré, extrêmement raffiné et avec des concepts politiques, philosophiques, avec une pièce dramaturgique, avec des poèmes. Le prompt était vraiment complexe, dense, intense. Il a mis 15 minutes. C'est vraiment quelque chose, 15 minutes. Parce que peut-être elle était un peu surprise. Parce que, évidemment, le prompt est quelque chose de techniquement parfait. Le prompt, c'est l'invite, c'est l'invitation. C'est un peu tout est là. Tout est là. La réponse dépend de le prompt, non? Du prompt. Et alors, on a fait un geste provocatif, évidemment. Et c'est pour dire que la complexité me manque beaucoup et me manque la contextualisation. La machine fait toujours prendre les mots, prendre les concepts et les décontextualise. Ça, politiquement, j'ai dit, ça pour moi c'est quelque chose de choquant et je ne m'aide pas. Et aussi, je me laisse comme ça l'indifférence. Elle peut changer le sujet, les éléments, comme ça, sans penser à les conséquences. Et pour moi, c'est un rapport, c'est une relation, en ce sens, dangereuse un peu. Parce que tout est égal, un peu, pour elle. Et pas pour moi. Pour moi, l'écriture est un acte politique. Et ça, c'est pour moi l'essence de la littérature. Alors, s'il y a une littérature de futur, peut-être il y a une littérature de la machine, de l'intelligence artificielle, plus comme ça. Et j'espère qu'il reste encore un peu une littérature attachée à la réalité, à les problèmes, au monde. Oui, là on pourrait croire qu'il y a un genre littéraire qui s'ajouterait peut-être, le genre IA. Oui, une autre question. Oui, alors en partie une question, en partie une remarque, peut-être en warning par rapport au contre-warning, disons, mot-clé, les relations sociales autour de la création artistique. Ça veut dire, vous avez évoqué le fait d'entraîner une IA experte pour faire telle et telle tâche dans le cas de la création d'une série, etc. Alors, disons, un expert historien, un expert du scénario, etc. Or, il se trouve qu'il y a des experts en histoire qui ont été formés. Il y a des personnes bien réelles qui font la gestion d'un script. Il y a des personnes bien réelles qui font un certain nombre de tâches que vous avez évoquées. Et ce qui me semble, alors moi, étant plutôt écrivain, ma relation, alors quand on est écrivain, on est un peu plus isolé, mais on n'est pas complètement isolé. Si vous voulez, vous avez des relecteurs, vous avez la personne qui fait la couverture, vous avez des personnes avec qui vous parlez de votre texte, vous allez présenter votre texte à des interviews, des moments comme celui-ci. Vous avez un rapport avec un éditeur ou une éditrice avec lequel vous allez discuter de votre texte. Et tout ça, ce sont des rapports humains. Évidemment, mon éditrice pourrait soumettre mon manuscrit à une IA, mais je perds clairement le moment où on va discuter ensemble en une relation humaine. Et puis pour moi, l'art, ce n'est pas... Alors, en vous entendant, en ayant entendu plusieurs remarques, disons, la pratique de l'art, c'est une pratique, hein, ce n'est pas au sens vraiment ancien du terme. Qui ne vise pas simplement à fabriquer un produit. Le produit n'est pas le but, enfin n'est pas la finalité de la pratique de l'art. C'est la pratique de l'art qui a sa propre finalité. Et puis, or, cette pratique de l'art, elle sert à mettre
en communication, en interaction des gens. Donc justement, un scénariste avec un historien, avec quelqu'un qui va surveiller. Enfin, c'est un cadre d'interaction sociale qui donne le sens même au projet de création artistique. Le sens, il n'est pas dans le produit, il est dans l'interaction. Or, si vous remplacez les intervenants par des IA. Et je vois de plus en plus souvent des gens que vous conseillez, enfin on peut faire un film tout seul, on peut faire un prompt, puis après ça va même nous faire des images, et puis super, j'ai fait mon film tout seul dans mon coin, mais j'ai interagi absolument avec personne. Alors j'ai eu un produit, je sais pas, j'ai gagné du temps, mais pour faire quoi? Pour être tout seul avec ma pizza devant mon ordinateur. Là, il y a quelque chose de très triste, je trouve. Et ma question, du coup, enfin, c'est principalement une remarque que je fais là, mais disons, ma question, c'est où est-ce que vous mettez la relation et quelle place donner à la relation, donc à la pratique artistique, aux relations humaines à l'intérieur de la pratique artistique dans un monde où il y a des IA? Je vous remercie pour la question parce que j'ai eu l'opportunité de travailler et de travailler avec l'intelligence artificielle toute seule. C'était au début, le projet c'était avec moi. Et j'ai pensé de faire quelque chose ensemble, de quelque chose de communautaire un peu, avec la relation avec des autres écrivains, des autres expériences. Entre les écrivains, il y a un philosophe, un bandiste, c'est un écrivain de bande dessinée. Et, oui, voilà. Et avec une écrivain qui est basée à Londres, qui écrit tout le temps en anglais, mais elle est italienne. Alors, pour avoir beaucoup d'expérience, les relations, pour moi, maintenant, dans cette société, comme ça, non, constituée de personnes qu'ils passent la vie solitairement avec la machine, avec l'iPhone, et isolés. J'ai pensé qu'exactement l'art, la littérature, l'écriture a besoin de connexion, a besoin de relations, a besoin d'expériences partagées, et que la pensée a besoin de ça. Exactement, j'apprécie beaucoup la question de la relation. En fait, la relation avec la machine, c'est une relation avec moi-même. Et c'est un peu ambigu. Merci beaucoup. Donc pour le pendant, donc moi je ne suis pas écrivaine, mais je lis beaucoup. Et je pense que j'aimerais pas lire un livre dont il est écrit par une machine. Et donc, je me demandais quelle était la relation fictive ou réelle que vous avez avec vos lecteurs. Parce que quand moi je lis un livre et qu'il me surprend, je me dis toujours, mais comment la personne qui a écrit ça a pensé à faire ça? Et je pense que je perdrais totalement l'intérêt si c'était une machine. Donc, j'aurais aimé savoir ce que vous pensez du receveur de l'art. L'autre question, c'est la lecture. Si la lecture va changer. Évidemment avec la machine, parce que la lecture, c'est savoir lire, non? Et l'écriture va sortir simple, plus en plus élémentaire, plus en plus simplifiée, plus en plus normalisée, avec de censure. Il y a beaucoup de censure, des biais, beaucoup de concepts limités et bloqués dans la machine, ok? Il n'y a pas la liberté qu'on pense. Et je me suis dit que je voudrais rester libre à écrire avec de nouveaux mots aussi. Et là, on rejoint aussi la question de la relation à l'autre. C'est que la relation, elle se fait certes entre les artistes même, mais aussi entre le lecteur et l'auteur. Il y a besoin de ce lien, ne serait-ce que imaginaire, pour avoir du plaisir à lire. Ça, vous le constatez, j'imagine, quand dans un salon du livre, quand vous avez des rencontres avec vos lecteurs et lectrices. Qu'il y a ce plaisir à rencontrer la personne qui est derrière et qu'il y a un lien qui s'est créé via les mots, via le livre. Et j'imagine un lecteur et une lectrice humaine avec le corps. Oui, en plus. Je ne sais pas si la machine pense comme ça. Sachant que les plus grands lecteurs aujourd'hui sont quand même les machines, effectivement.
Bonjour, merci. Moi, je voulais rebondir sur tout ce que vous dites, c'est très très intéressant. Comment vous employez l'IA comme assistant? Moi, j'ai l'expérience que j'ai fait un atelier robotique à Écublanc et j'ai demandé à ChatGPT parce qu'un des robots fonctionnait pas, je comprenais pas. Il m'a pas réparé. Il voulait m'installer un turbo en prime. J'ai dit, c'est bien gentil, j'ai gardé le code, mais ça n'a quand même pas réparé mon robot parce qu'un capteur ultrason était en panne. Et ça, il ne l'a pas remarqué. Alors, j'en demande peut-être un peu beaucoup, mais peu importe. Donc, je suis revenu à un humain, à Fab Lab, qui m'a pointé, contrôlé l'ultrason. Il était en panne et puis on l'a changé. Donc, voilà. Après, autour de moi, il y a une personne qui veut faire de la poésie. Et cette personne, elle a fait d'elle-même, elle a écrit manuscrit. Puis après, elle l'a soumis à une intelligence artificielle qui lui dit c'est très bon. Alors, comment vous employez ça? Parce qu'elle, moi, j'ai peur qu'elle arrête de réfléchir, qu'elle s'en tienne à ce résultat. Ah, c'est très bon, je suis un grand écrivain. Elle ne va plus se remettre en question, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de sentiments, il y aura plus elle va écrire un petit peu peut-être quelque chose de plus léger parce qu'elle croit que... Et puis, il n'y a pas le doute. Comment vous, si vous soumettez quelque chose, vos écrits à une intelligence artificielle, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous en faites? Vous faites des corrections, vous dites c'est bon, je me sens à l'aise, ou il y a toujours le doute, ou vous vous remettez toujours en question? Comment ça se passe en fait? Merci. Alors, je vais répondre, mais sur ma partie, plutôt en usage en entreprise que dans le pur... que dans la littérature plutôt, pardon. C'est compliqué. On l'a dit, dès lors qu'on soumet quelque chose à un LLM comme ChatGPT, il va nous dire que c'est super. Donc la personne qui lui soumet sa poésie, elle aurait pu faire quelque chose de 10 fois moins long et 10 fois moins bien. ChatGPT aurait dit pareil, c'est super, mais... Et donc c'est derrière le mais qu'il va falloir aller lire entre les lignes pour comprendre qu'en fait c'est trop faible ou ci ou ça. Donc il faut l'avoir en tête. Moi, j'utilise une fonctionnalité dans ce LLM qui est la suggestion de modification. En fait, il y a un éditeur intégré à ChatGPT qui s'appelle Canvas. Et quand vous l'ouvrez, vous pouvez juste lui demander de vous suggérer des améliorations. Et là, il va être beaucoup plus neutre. Il y a des petites bulles qui apparaissent, un peu comme dans un document partagé en entreprise, qui va dire là, tu devrais renforcer telle idée, mettre des chiffres, etc. Je m'en sers comme ça. La question de l'assistant, elle est très très large parce qu'en fait, moi, je forme aussi bien des RH que des dirigeants, que des marketeurs, que des commerciaux, dans l'administratif. On peut utiliser l'IA dans tout un tas de tâches. Il y a énormément de choses. C'est quasiment sky is the limit. Peut-être que l'art est sa limite, c'est un peu le sujet du jour. Il faut juste garder en tête pour moi que c'est un outil et que ce n'est pas un oracle, que ça ne fait pas tout, qu'il faut lui amener du contenu. Il faut surtout avoir l'esprit critique. Donc, je pense qu'un très bon utilisateur d'IA, c'est quelqu'un qui a déjà su faire lui-même avant et qui, en tout cas, est un bon lecteur, même s'il n'est pas forcément écrivain, qui va être capable du coup d'écrire quelque chose qui se tient parce qu'il va être critique, mais il ne faut pas penser que ces IA, elles ont toujours raison, qu'elles font toujours tout bien. Elles font des choses très très bien, des choses moyennement bien et des choses pas bien. Et pour votre panne, moi j'ai eu un problème de chaudière, et ben, il m'a détecté quelle était la panne et j'ai pu orienter la personne qui est intervenue, parce qu'effectivement ChatGPT n'a pas réparé ma chaudière, mais peut-être que j'ai enlevé un 0 à la facture. Je pense que tu es d'accord, mais nous sommes en train de comprendre mieux, d'étudier comment elle fonctionne. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas une idée par le moment, non? C'est pas facile à dire comment elle fait la connexion, comment elle fait comment elle donne les résultats. C'est difficile à dire encore. Et ça, c'est fascinant. Et peut-être qu'elle va rassembler à le cerveau humain. Plus en plus, il va s'humilier, il va ressembler à le cerveau humain, à comment fonctionne le cerveau humain, avec très différentes connexions, très différents éléments, très différentes sensations, très différentes connexions. C'est difficile à dire. La surprise est que pour moi, est que si tu parles d'une manière difficile, compliquée, complexe, articulée, intellectuellement haute, elle répond comme ça. Si tu es si tu parles un peu facilement, si tu parles un peu vulgairement, si tu parles un peu simplement, elle parle comme ça. Elle est vraiment le miroir de ton langage.
Alors, ça c'est quelque chose de surprenant parce qu'évidemment, elle parle comme tu parles, elle a le même savoir que toi. Elle comprend bien si tu es ignorante ou bien si tu es intellectuellement haute ou pas. Et alors, s'il y a une société vraiment cultivée, éduquée, bien, parfait, la machine, elle va développer beaucoup et le résultat sera magnifique. Mais c'est la société dans l'ignorance et dans une simplification totale de la réalité, de le réel. Alors, je ne sais pas. Juste un tout petit complément à ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement comment fonctionnent les algorithmes des différents LLM. Il y a une fonctionnalité qu'on connaît assez peu. Par exemple, quand vous avez ChatGPT en version payante, vous avez par défaut un modèle qui vous est proposé, qui est un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné en amont et qui ensuite est mis à disposition. Il y a ce qu'ils appellent des modèles de raisonnement. Et les modèles de raisonnement, ils vont vous expliquer comment ils abordent le problème que vous avez suggéré dans votre prompt pour vous répondre. Et ça c'est déjà un début d'explication sur comment il a abordé la chose, quelles informations il a utilisées pour ensuite vous produire la réponse. D'ailleurs, ils mettent beaucoup plus longtemps à répondre qu'un modèle classique type 4O, quand on parle de ChatGPT, pardon, je suis un peu technique. Essayez O3, qui est un modèle de raisonnement, et vous verrez bien la différence. Et dans la qualité des réponses, parfois, et surtout, au moins, vous saurez d'où ça vient. Oui, là, on voit le raisonnement au fur et à mesure. C'est assez bluffant, effectivement. Il y avait une question ici. J'ai juste une question, merci. Mais c'est juste, en fait, c'est comme s'il y a l'humain et la machine. Mais en fait, est-ce que ça ne fait pas réfléchir à ce qu'est l'humain? Parce que, comme vous l'avez dit, au fond, est-ce que ça ne pourrait pas être un moyen, dans un niveau philosophique, hein, peut-être pas pratique, de se demander, au fond, parce que c'est une conception un petit peu, disons, passé de l'humain, puisque c'est l'humain qui l'a créé quand même, non? Donc c'est de l'humain. Donc comment aborder cette question et dans l'idée de voir ça positivement comme quelque chose qui permet au fond à l'humain de réfléchir sur lui-même et ce qu'est l'humain. Quelle humanité. Il y a un philosophe qui s'appelle Paul Preciado. Il a dit la question n'est pas de savoir si l'IA nous ressemblera, mais si nous serons capables de ne pas lui ressembler. Et je pense que ça, c'est un peu la question. Parce que peut-être l'humanité peut devenir artificielle ou digitale. On a déjà le Digital Humanities, pas les humanités, les collèges des humanités, c'est quelque chose de beau, comprendre l'humanité sans la machine, et avec la machine, ce sont les Digital Humanities partout, hein, globalement. Et peut-être, c'est-à-dire que l'humanité va un peu devenir un peu digitale, c'est-à-dire un peu artificielle, sans le corps, sans peut-être la complexité de la réalité qui est autour à l'humanité. Et je n'ai pas une réponse, sinon... C'est une interrogation. Hein. Oui, c'est une interrogation. Et ça, c'est l'autre chose, les doutes. Elle n'a pas un doute. Et ça, c'est un peu déshumaine, un peu. Elle ne sait pas dire « je ne sais pas ». Typiquement, ce qui est quand même le cœur, la base de la philosophie. Elle refuse de dire « je ne sais pas ». Elle aura toujours une réponse. Mais en tous les cas, le corps reste là. Donc, votre corps sera toujours là. Donc, vous n'allez pas totalement vous digitaliser. Jusqu'à la mort, oui. Voilà. Tant que mortalité existe. Il y a la mortalité, voilà. Qu'il ne pense pas. Mais la critique, c'est aussi que dans chaque prompt, il y a la Terre, il y a la planète aussi. Hein. Chaque prompt consomme une énorme quantité d'énergie et d'eau. Et ça, pendant la relation, pendant le travail avec la machine, c'est difficile à penser, à réfléchir sur ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de tragique, non? Parce que c'est tellement séduisante que tu t'oublies la question économique, politique. Et elle est là. Hein? Est-ce qu'il y avait encore une question? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que si on dit que, bon, dans la ligne des AI, construit ou s'engage de plus en plus dans la littérature, en storytelling,
est-ce que les expectatives des lecteurs, est-ce que les expectatives des lecteurs vont changer? Oui, positif, négatif. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci. Oui, j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu répondu moi-même. Je pense que c'est la littérature a comme modèle la littérature que les machines présentent maintenant. La lectrice et le lecteur a que faire avec quelque chose de matériel, avec un produit, oui, et un peu vraiment bien congénié. C'est-à-dire qu'une littérature qui peut plaisir à la société, à la qui existe déjà de toute façon, cette littérature. On a des écrivains bien connus pour ça, pour fournir une littérature très séduisante, très facile. Et pourquoi pas? On peut lire ça et lire d'Aristote. Enfin, pas complètement incompatible, je crois. S'il reste un éditeur, une maison d'édition intéressée à la littérature humaine, parce que ça, c'est un peu, c'est un peu la question. Merci. Mais en fait, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que vous demandez à l'intelligence artificielle de corriger, reformuler, etc., faire des suggestions d'amélioration. Or, c'est tout le contraire de la littérature, parce que quand on est écrivain, on a un style, et justement, on a un style unique, alors que l'intelligence artificielle, elle est nourrie de choses formatées, en fait, et elle va nous proposer la chose la plus formatée possible. Si on lui demande, par exemple, on lui donne une lettre moi, je ne suis pas anglophone, je vais lui donner de l'anglais, il va me corriger les fautes parce qu'il va prendre la meilleure manière de le dire en anglais. Donc, si j'applique ça à la littérature en français, il va prendre un texte d'auteur qui aura un style qui fait mouche, qui est justement le style de l'auteur, qui fait qu'il a sa personnalité, il va complètement effacer tout ça. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de mettre de la littérature pour l'améliorer dans une intelligence artificielle. Donc on parle de deux choses, il y a les documents administratifs, techniques, et puis il y a la littérature, ça n'a rien à voir. Elle est inévitable, cette normalisation ? Elle est assez inévitable, et vous avez tout à fait raison, je n'ai pas précisé que je fais ça dans le cadre d'usage en entreprise, donc plutôt pour des documents commerciaux, ou des emails, ou des plans d'action, mais jamais pour l'art. Et on n'a pas donné un chiffre, j'entendais qu'il y avait 20 000, alors on parle littérature aujourd'hui, mais il y a 20 000 chansons chaque mois qui sont téléchargées sur Deezer, qui sont uniquement générées par l'IA, avec pour but unique de récolter des royalties en automatique, avec des robots. Enfin, là, je trouve qu'on est du coup très très loin, mais vous avez raison. Gardons notre spécificité, parfois c'est le fait que ce ne soit pas parfait qui rend justement la chose extrêmement agréable à lire et qui fait cette richesse. Sinon, on va tous ressembler, on va tous faire du Marc Lévy. Enfin, je ne sais pas quels sont les écrivains qui sont les mieux représentés. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais... Non, c'est super parce que en fait, l'erreur et le style ou le dysstyle, c'est la littérature. Tu peux imaginer Céline. Mais Ramutz, vous connaissez Ramutz, c'est un auteur suisse. C'est très joli en italien, Ramutz. On aime beaucoup. Pardon, c'est Ramutz. C'est magnifique, c'est vrai. Merci. C'est élégant. Non, elle a écrit avec une langue très pleine de erreurs, de formules imprécises ou peut-être populaires, et c'est difficile à dire que ça c'est la littérature pour moi. Ça c'est les miroirs de le terroir, de la société, de le temps, de l'époque. Et de la politique du moment, et tu as parfaitement raison, et la machine pas encore, est capable de réfléchir sur ça et de répliquer ça, vraiment, l'erreur humaine, l'erreur dans la littérature, le style, avec d'imprécision, avec pas parfait, imparfait. Sauf si la perfection, c'est magnifique. Oui, sauf si dans le prompt, on lui indique d'être imparfaite, de faire des erreurs, de s'inspirer de Ramu. Donc il y a toujours ça qui est possible. Mais après, le résultat, ce sera une copie d'eux. Oui. Encore une question. Donc moi, j'aimerais réagir à ce que vous aviez dit quand vous parliez d'éducation
Parce que j'ai peut-être une question au public. Ce que vous pensez de l'amélioration, par exemple, du vin avec la technologie? Moi, j'ai été souvent choquée et déçue par des grosses installations. En allant en Australie, de voir le Cheval-Evzan, donc habitué à des vins plus qu'imparfaits pour certains. Et quand on parle de consommation, de masse, si on pense à l'utilisation par des artistes de ce genre de technologie, que je développe moi-même, que j'utilise, pour moi, il y a une question politique très forte. Parce que je vois autour de moi de plus en plus de consommation de biens et une perte du goût, une perte de sensibilité. On s'habitue à des choses qui sont plates. Et là où le problème survient, c'est que pour du vin, ça ne me pose pas trop de problème finalement, si peu de gens finalement ont cette finesse. Mais l'art, la fonction de l'art est de soulever des questions d'actualité, pas du passé mais du présent et du futur. Et si on accepte, si on laisse comme ça des écrivains nous vomir sur le marché, je parle de vomir, de la littérature de bas étage, sans contraste, avec peu de recul sur ce qui se passe, je pense que la fonction d'un artiste, elle est bien loin de là. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez, comment on va agir pour pouvoir réagir. Et il y a vraiment une distinction entre ce qu'on fait dans son métier. Et je me pose même la question dans l'écriture de mes articles scientifiques, est-ce que c'est juste d'utiliser ce genre de machine ou ma plume à moi, elle a un rôle à jouer. Et peut-être pour réagir à ce que vous disiez sur j'aime trop utiliser ChatGPT pour lui faire parler comme un rappeur, mais pour moi, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre comment vous percevriez le rappeur. Écrivez faux, mais écrivez comme un faux rappeur. Et c'est là que ça va peut-être nous faire réagir, où le rappeur, il va dire, mais il n'a rien compris. Et puis, il y avoir un dialogue, une construction entre individus et pas avec l'algorithme. J'aimerais dire l'algorithme et pas la machine, parce que quand vous dites elle, on l'a personnifié. Je trouve ça dangereux. Mais j'ai une question. Le rôle de l'artiste, c'est quel pour toi? Quel rôle a l'artiste? Mettre le doigt sur ce qui dérange, regarder l'actualité ou ce qu'on vit, et même nous reporter ces sensations, ce qui vit. Et là aussi, il y a quelque chose pour moi de flagrant. Un algorithme comme ChatGPT, ça a été entraîné sur du texte. On fantasme sur une machine qui va nous reproduire, mais quel est le jour où la machine, elle ressentira ce que votre cerveau ressent? Vous vivez maintenant, je renifle la personne qui est à côté de moi, je vous regarde, et mon cerveau, c'est bien plus que juste du texte, vraiment. Oui, c'est le corps. Je suis complètement d'accord, et ça, la raison pour laquelle j'ai parlé d'indifférence. Parce que pour la machine, c'est indifférent elle écrit, elle dit, et ça pour un artiste et une écrivaine, c'est impossible. Pour moi, il faut être engagé, préoccupé pour la réalité, occupé de la réalité du monde. Et l'écriture, c'est exactement avoir une idée du monde. Et l'écriture, c'est surtout être au monde. Oui. Et alors, le problème, c'est pour les générations qui viennent, peut-être. C'est ça, non? Tu as dit que le goût est normalisé, le goût est tellement consensuel. Oui, et ça, c'est plutôt, tu es jeune et tu n'as pas eu l'expérience avant de l'écriture et de la lecture sans les machines. Mais si tu es un enfant et un adolescent qui a appris tout avec la machine, c'est difficile d'avoir le double face de la question. Ça serait un peu le futur, c'est un peu, pour moi, c'est un peu plus préoccupant. Est-ce que justement sur cette question du côté très consensuel, effectivement, même on en discutait juste avant, ChatGPT est terriblement consensuel, voire prude. On ne peut pas lui demander tout. Il y a vraiment ce côté contenu, comme ça, contenant des thèmes de violence ou de ce qui est jugé indécent. Elle est assez moralisatrice, d'une certaine façon. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement que peu à peu va se développer un dark AI, où là, on trouvera tout, où là, il y aura peut-être justement un contenu totalement libre et où on pourra aller chercher cette originalité. Effectivement. On peut produire des images, des deepfakes affreuses avec Grok. On peut savoir comment supprimer son voisin s'il nous pose un problème. En fait, ChatGPT était comme ça au tout départ, avant qu'il se rende compte que c'était quand même assez dangereux pour l'humanité.
C'est d'ailleurs pour ça que Elon Musk en était parti pour mieux revenir avec Grok, parce qu'au départ, il était dans OpenAI, Elon Musk, il faut le savoir. Et donc oui, ça existe un peu, mais ça risque d'être devenir un peu encore pire. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de le créer. C'est un vrai risque, c'est vrai. Oui, c'est un risque, mais est-ce que ça n'est pas aussi le pendant d'une audace dans la littérature, dans l'écriture à retrouver, puisqu'on parle de générations futures qui peut-être ne se nourriront plus que de ces intelligences artificielles. Il trouvera la manière d'éviter, de dévier un peu de la diversification des outils. Ouais. Bien, merci beaucoup. Laissons comme ça les portes ouvertes pour l'avenir. Un grand merci Katharina Serra et Rémi Van Gozel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous toutes et vous tous. Et donc, n'oubliez pas qu'il y a le podcast qui vous attend. Chaque mercredi à midi est disponible sur toutes les plateformes, le podcast de l'heure H. Voilà, avec des rencontres avec des doctorants, doctorantes sur ce thème-là. Merci, à très bientôt.